Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on vous présente un couple d'aventuriers qui se préparent pour tout un périple. Mais d'abord, parlons de ce qui s'est passé au cours de la fin de semaine, entre autres de ski de fond. C'était la présentation vendredi et samedi des 2 étapes de Québec du Tour de ski Canada et Alex Harvey a fait vibrer la capitale. Alex Harvey est deuxième, bien positionné dans le dernier sprint. Est-ce qu'il pourra prendre Ustigov de vitesse? Ustigov semble manquer d'essence. Harvey est devant Gros aussi, très rapide. Gros, Harvey, et deux Gros premier, Harvey deuxième. C'est incroyable, honnêtement. La foule, à chaque ronde, au départ de chaque ronde, était de plus en plus bruyante. Ça m'a vraiment donné des ailes. Puis en finale, je pensais honnêtement que j'allais gagner. J'étais super bien positionné. La stratégie a marché parfaitement derrière le Russe. J'ai eu l'aspiration, mais au final, Baptiste Gros était juste trop fort pour moi. Mais honnêtement, un podium comme ça chez moi, c'est incroyable. Est-ce que tu as déjà vécu pareille sensation? Parce Non. que c'est pas ton premier podium en carrière. C'est pas mon premier podium en carrière, mais c'est mon premier au pays. C'est incroyable. Harvey est sur la gauche de Richard Jouve. Il est 3e. En demi-finale, tu suivais Nortug, ça semblait être ta stratégie. Je vais le Ouais. suivre parce que c'est un train lorsqu'il arrive les montées, tout ça. Cependant, en finale, il était derrière. Est-ce Ouais. que tu avais une crainte autant en avant qu'en arrière? J'avais une crainte, mais je savais qu'Ustigov, c'est vraiment l'homme à battre de ce temps-ci. Il mène le tour. Il continue à consolider son avance aujourd'hui. Puis c'est une bonne aspiration derrière lui. C'est un gros gaillard costaud. Donc j'essayais de skier large, bloquer un peu pour pas me faire dépasser. Je regardais au-dessus de l'épaule. J'étais en prime position, comme on dit. Deuxième, c'est ce parcours-là, c'est où tu veux être. Harvey, donc, devant Sunby, va finir 4e. Une journée satisfaisante? Ah, c'était le plein idéal. Tu sais, le podium, c'était impossible d'aller revenir sur les 3 premiers aujourd'hui, mais de couper mon écart de moitié avec le podium, c'est pas mal le mieux que je pouvais demander. J'ai vraiment eu un bon départ, pas mal le même temps que Ustigov pour le premier tour. Sunby m'a rattrapé dans le deuxième tour, puis tu sais, il y a le maillot jaune, c'est pas pour rien, c'est vraiment le meilleur au monde. Ça fait 3 ans que c'est le meilleur au monde, donc pour moi, c'était un véritable train. Il fallait juste que je m'accroche derrière lui. Puis non, ça a vraiment été une bonne course. Encore une fois, la foule m'a aidé. Aujourd'hui, un 15 kg, tu as le temps de souffrir pas mal plus que le sprint d'hier. Donc, au sommet des montées, je ventilais fort, mais la foule m'aidait à faire du bruit. Fait que comme ça, Sunby m'entendait pas trop souffrir derrière lui. Donc, ça a joué en ma faveur. Vous en allez du côté de Kenmore. Vous vous êtes entraîné à Kenmore, ce que Ouais. les Européens n'ont pas fait. Non. Tu crois que c'est un avantage pour le reste du tour? Je pense que oui, même on était à Kenmore autour de 1400-1500 mètres, mais on était à Lac-Louise aussi, puis au-dessus de Kenmore à 1800 mètres même pour vraiment avoir une bonne surcompensation. Donc, je pense que ça devrait donner un avantage, mais après ça, il faut le confirmer avec des résultats concrets, c'est certain. On surveille maintenant l'arrivée de Sunby et de Alex Harvey. Et là, tu es 4e. Ah oui, c'est sûr, ça va mieux que je l'espérais. Déjà, le podium hier, c'était incroyable, honnêtement. Ça va être une journée, je vais me rappeler toute ma vie, c'est certain. Puis là, à mi-chemin, d'être vraiment bien calé dans le top 5. La différence entre Sunby et moi puis le 6e, c'est vraiment loin. C'est au-dessus d'une minute déjà. Donc, non, je pense qu'on a une très belle opportunité qui se dessine. Déjà fini ici à Québec, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais j'espère que les gens vont s'en rappeler. Moi, c'est certain que je vais m'en rappeler toute ma vie. L'équipe masculine de volleyball du Rouge et Or a été couronnée championne provinciale pour une 11e fois de suite dimanche au PEPS en prenant la mesure des Carabins de Montréal 3-1 lors du match ultime de la finale 2-3 du RSEQ. Laval égale ainsi sa propre séquence de records de championnat québécois. Les hommes de Pascal Clément vont ainsi représenter le Québec au championnat canadien pour la 19e année consécutive. En basketball, l'équipe féminine des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy a remporté en fin de semaine le championnat provincial de la saison en battant en grande finale les champions en titre, les Nomades du Collège Montmorency, par la marque de 87-76. Notons que la capitaine de l'équipe, Laurie Marchand, a été nommée joueuse la plus utile de la rencontre.
Les Dynamiques participeront maintenant au championnat canadien à Windsor, en Ontario, du 16 au 20 mars prochain. En Coupe du monde de ski acrobatique, le Québécois Philippe Marquis est monté sur la 3e marche du podium lors de l'épreuve de bosse en parallèle présentée samedi à Moscou. C'est en remportant son duel en petite finale aux dépens de Jeremy Cota que Marquis a pu terminer la saison en beauté. C'est son bon ami Michael Kingsbury qui a remporté l'épreuve pour ainsi mettre la main sur le globe de cristal de la discipline. Les Remparts de Québec, qui seront de retour jeudi soir devant leurs partisans, ont subi 2 défaites au cours du dernier week-end. Vendredi soir à Blainville-Boisbriand, l'Armada a blanchi l'équipe de Philippe Boucher par la marque de 4-0. Samedi soir à Shawinigan, les Remparts ont beaucoup mieux joué, forçant les Cataractes à disputer une période de tir de barrage. Ces derniers l'ont finalement emporté 3-2. Zachary Moody et Bronson Beaton avaient donné les devants 2-1 aux Remparts en deuxième période. Les Remparts disputeront donc leurs 3 prochains matchs au Centre Vidéotron. Ils recevront jeudi les Saguenayens, Gatineau vendredi et Bécomo dimanche. Après la pause, un périple de 20 mois en canot. Tout vendre pour partir à l'aventure, c'est ce que réalisera bientôt un couple de Val-Bélair qui partira pendant 20 mois en canot. Un périple de 14 000 km dans l'ouest et le nord canadien. Jean-Michel Bourque a rencontré les aventuriers. Jennifer et Pierre, vous allez faire tout un périple dans les prochains mois. Vous allez partir bientôt. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est exactement. C'est à bord de cette embarcation que vous avez derrière. Oui, c'est un canot de 18 pieds 6 pouces fait par Sea Clipper. Le but, c'est de traverser le Canada cette fois-ci. On arrive d'une boucle qui nous a permis de passer d'Ottawa par les Grands Lacs jusqu'en Floride, puis on est revenu l'année passée, 15 mois. Maintenant, on s'enligne pour un voyage de 20 mois qui va nous amener d'est en ouest du Canada et de l'ouest en est au printemps 2017. On devrait être à Moncton en 2017. C'est un périple que j'imagine va peut-être être plus difficile que le premier parce que là, on n'est pas dans les mêmes conditions climatiques de un, puis aussi dans le même territoire. Effectivement, cette année, dans le fond, on a jonglé avec les 4 saisons, contrairement à la dernière boucle qu'on a faite aux États-Unis. On part sur les glaces, sur le lac Winnipeg. Déjà là, il y a vraiment une grosse différence. On doit traverser les Rocheuses aussi par 2 fois durant ce périple-là. On parle d'un peu plus de 200 portages, dont un de 56 km dans les Rocheuses. Donc oui, c'est vraiment très, très différent. C'est une aventure où vous vous promenez, vous avez le canot avec vous et vous faites tout presque à bord du canot. On débarque seulement pour dormir, manger. Oui, on traîne tout. On a des panneaux solaires pour charger l'ordinateur. On a un drone pour filmer. On a des caméras. On filme. Dans le fond, on est en train de préparer un film au retour. Alors, on traîne à peu près tout le même matériel qu'on aurait à la maison en modèle réduit. Physiquement, ça doit être quand même très demandant parce que vous pagayez à longueur de journée. Comment on fait pour rester éveillé et avoir de l'énergie pour poursuivre chaque jour? C'est 10 heures par jour à peu près de canot. On pagaye à 55 coups minutes. Pendant 55 minutes, on prend un petit break de 5 minutes, puis on roule comme ça, on arrête pour dîner. On arrête à peu près 4 à 5 fois dans la journée totale pour manger. Puis, si tu veux faire un calcul mathématique, ça veut dire qu'à tous les 50 jours de canot, on a fait à peu près 1 million de coups de pagaie chacun. Mais ça a l'air de quelque chose qui est difficile, mais au début, c'est dur. La première semaine, les premières 2 semaines, on a mal partout. Mais après ça, on rentre dans ce rythme de vie-là. Puis on suit la température, on suit le soleil. C'est pas une expédition extrême, là. On s'en va rencontrer du monde, on va voir, on va visiter les paysages. En fait, c'est la continuité d'un périple qu'on avait débuté en 2014. Les objectifs sont les mêmes. Donc, la première chose, c'est qu'on voulait, se rapprocher un de l'autre. On voulait quitter ce qu'on avait. Donc, on a décidé de tout vendre, ce qu'on avait, c'est-à-dire maison, voiture, tous nos biens. On a conservé seulement ce qu'on avait besoin pour notre expédition et quelques items, à peu de choses près. Donc, c'était vraiment de quitter, si on veut, comme on dit en anglais, le rat race, pour vivre simplement.
en harmonie, puis vraiment plus dans la nature, retrouver nos racines. À travers ça aussi, bien, c'est certain, on ne peut pas passer sous le fait l'aspect des voyageurs, la traite des fourrures au Canada, même aux États-Unis, c'est tous des trajets qui faisaient partie de notre histoire. C'est le développement du pays, c'est le développement de l'Amérique. Vous êtes un couple dans la vie. Est-ce qu'il y a des fois où on doit... parce que là, vous formez une équipe dans le canot, il y a des décisions à prendre. Comment vous gérez tout ça? En fait, première chose, il faut bien se connaître lorsqu'on part parce qu'effectivement, être un couple, ça peut être difficile aussi vivre comme ça en canot. Comme Pierre disait, c'est quand même des longues journées. C'est fatigant, c'est dur mentalement, c'est dur physiquement. Donc, il faut vraiment bien se connaître. Après ça, bien, il faut savoir comment se parler. Quand on a des décisions à prendre, bien, c'est de peser le pour puis le contre, chacun donner son opinion, puis après ça, trancher. Vous avez un fidèle compagnon qui vous accompagne? Oui, en fait, Jasmine, c'est notre chienne. Et puis, c'est un chien d'ours de Carélie. Elle a 5 ans. Et puis, elle nous accompagne depuis le tout début, du moment qu'on a commencé à faire du canot ensemble. Jasmine était là avec nous. Elle adore ça. J'ai pas les assurances. Aux États-Unis, on a rencontré des sangliers sauvages, on a rencontré différents animaux qui sont venus près de la tente, qui ont essayé de passer au travers de notre nourriture. Avec un chien comme ça, on n'a pas vraiment de problème. Au Canada, on va rencontrer aussi des ours, des choses comme ça, différents animaux. On va avoir... Quand tu as un chien comme ça, tu dors la nuit. T'as pas tout le temps une oreille à te demander s'il se passe de quoi, parce qu'elle, elle va attendre avant nous autres, elle va le sentir avant nous autres, elle se met à japper, on se lève. On a une page Facebook qui est White Raven Adventure. Ensuite, on a une page Twitter aussi, White Raven Advent. Et puis, on est sur YouTube, on est sur Instagram, mais on a aussi principalement notre site web sur lequel on a notre blog. Donc, c'est www.wildravenadventure.com. On devrait partir le 29 mars. On devrait terminer à Moncton à la fin octobre 2017. Donc, on parle de 20 mois et 14 000 km. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.